et notamment sur Ebola, et ils ont développé au moment où cette épidémie frappait l'Afrique et dont on a parlé beaucoup, un test qui permet de détecter très rapidement donc, ce virus, et c'est extrêmement intéressant. Donc on a pensé que c'était une occasion bonne de faire parler ceux qui, à côté de nous, travaillaient sur ces sujets-là. Donc on te remercie et je te laisse toute la place. Eh bien, merci. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc, Fabrice Gallet, je travaille donc au CEA de Marcoule à la direction des sciences du vivant, au laboratoire d'innovation technologique pour la détection et le diagnostic. Donc, dans ce laboratoire, nous avons donc mis au point un test de détection rapide du virus Ebola grâce à des réactifs que nous avons développés précédemment, qui sont en fait des anticorps monoclonaux. Et donc, au plus fort de l'épidémie, au mois d'août, nous avons donc décidé de nous servir de ces réactifs précédemment développés pour élaborer ce test de diagnostic rapide. Donc, tout d'abord, je vous ferai un rappel sur le virus Ebola. Nous ferons un point sur l'épidémie actuelle qui sévit en Afrique. J'aborderai la notion d'anticorps et d'anticorps monoclonaux, qui sont en fait les réactifs qui nous ont servi à élaborer ce test de diagnostic rapide. Je vous parlerai du développement, ou plus précisément de ce développement des anticorps que nous avons élaborés, qui sont dirigés contre le virus Ebola. Je vous parlerai également du développement du test rapide grâce à ces anticorps monoclonaux. Et je reviendrai donc sur l'évaluation de ce test diagnostique qui est en cours sur le terrain en Afrique. Et je vous parlerai également du laboratoire de haute sécurité P4, qui est le seul laboratoire en France où l'on puisse manipuler et faire des expériences avec le virus Ebola. Donc, tout d'abord, un petit rappel sur le virus Ebola. Donc, le virus Ebola est l'agent étiologique de fièvre hémorragique virale. Il est fatal chez l'homme et le primate, avec des taux de mortalité allant de 25 à 90% suivant les épidémies. Il n'y a pas de vaccin ni de traitement disponible approuvé à l'heure actuelle. Donc, du fait de son fort taux de mortalité, de l'absence de traitement efficace et de sa haute contagiosité, le virus Ebola fait partie des agents pathogènes de classe 4, qui sont donc manipulables uniquement dans un laboratoire de haute sécurité P4. Donc, le virus Ebola est endémique dans des pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, tout comme le Gabon, la République démocratique du Congo, le Soudan, et également en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée. Le réservoir animal du virus Ebola est une chauve-souris frugivore de type roussette. Donc, l'aire de répartition, ici en violet, de ces chauves-souris corrèle avec celle du virus Ebola, mais on voit également qu'elle est bien plus étendue. On en rencontre dans vraiment beaucoup de pays. Donc, on peut noter ici également des foyers épidémiques en fait, de virus Ebola dû à un sous-type de virus Ebola qui se nomme Reston, qui n'est pas pathogène pour l'homme, mais qui va provoquer des maladies chez les animaux, et notamment aux Philippines. Ils ont pas mal de soucis sur des élevages de porcs domestiques en fait, qui développent ce virus. Donc, au niveau du cycle de transmission du virus, donc, le virus est donc présent à l'état naturel ici chez les chauves-souris. Alors, les chauves-souris sont des portes saines au virus Ebola. Elles ne déclarent pas la maladie, donc le virus prospère dans ce réservoir animal que sont les chauves-souris. Ce qu'on appelle le cycle en zootique en fait, du virus. Ensuite, d'autres animaux vont potentiellement être infectés par le virus Ebola.
donc comme des singes et des grands singes, des herbivores, en fait, ils vont être infectés par contact avec les fesses ou l'urine des chauves-souris, par exemple sur des fruits ou des aliments souillés qu'ils vont trouver. Donc ces animaux, eux, sont sensibles au virus Ebola et vont déclarer la maladie. Il y a beaucoup d'espèces animales qui sont susceptibles d'être infectées par le virus Ebola. Par exemple, au Gabon, le virus Ebola a décimé des populations entières de gorilles. Donc ensuite, les contaminations humaines, elles, ont lieu par contact, donc soit avec également des aliments de cueillette ramassés dans la nature, donc souillés par les excréments de la chauve-souris, ou par éventuellement les excrétions de ces animaux infectés, ou par contact direct avec ces animaux, donc lors de chasse, et notamment avec la viande de brousse. Donc au niveau des symptômes, donc après l'infection par contact avec le virus Ebola, on va avoir une période d'incubation en fait, qui va durer de 3 à 21 jours. Donc pendant cette période d'incubation, les patients ne présentent pas de symptômes, ils sont non symptomatiques, et ils ont une virémie indétectable, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de virus en fait, dans le sang de ces patients, et ces patients sont non infectieux. Au-delà de cette période d'incubation, donc s'ensuit l'apparition des premiers signes, des premiers symptômes, avec tout d'abord l'apparition d'un syndrome de type pseudo-grippal, en fait, avec l'apparition de douleurs abdominales, des nausées, des diarrhées, vomissements, malaises. Et dans les cas les plus sévères, ensuite, on va avoir l'apparition de signes hémorragiques, donc par exemple des gingivorragies, des yeux injectés de sang, des hémorragies cutanées. Donc s'ensuit après des défaillances de nombreux organes, notamment des défaillances rénales et hépatiques, et le décès du patient survient dans les 10 jours après l'apparition des symptômes. Donc chez ces patients symptomatiques, on rencontre dès les premiers jours des virémies très très élevées. Donc par exemple, vraiment dans les 2-3 premiers jours, on peut rencontrer jusqu'à 10 millions de particules virales par millilitre de sang chez ces patients, ce qui est vraiment énorme. Donc ensuite, au niveau phylogénie et classement de ce virus parmi les autres virus, donc, le virus Ebola fait partie de l'ordre de ce qu'on appelle les mononégavirales. Il fait partie de la famille des filoviridés ou filovirus. Donc ce nom, en fait, vient du fait que le virus est en forme de filament. Le virus Ebola fait partie du genre Ebolavirus. Donc. Ce nom, en fait, vient du fait que le virus a été isolé la première fois en 1976 en République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Et la première épidémie, en fait, a eu lieu à côté d'une rivière qui s'appelait la rivière Ebola. Voilà. Donc on distingue 5 sous-types de virus Ebola. Donc Ebola Soudan, Reston, Bundibugyo, Taille Forest et Zaïre. Alors, ces virus sont relativement tous proches génétiquement. Il y a uniquement le virus Reston, Ebola Reston, qui est non pathogène pour l'homme. Et tous les autres sont pathogènes et provoquent des fièvres hémorragiques. Les virus les plus rencontrés jusqu'à l'heure actuelle sur les épidémies sont le sous-type Zaïre et le sous-type Soudan. On a également un virus du genre Marburg virus, qui est un peu plus éloigné, donc ici qui est un peu plus éloigné génétiquement, et qui provoque lui aussi des fièvres hémorragiques virales, tout comme Ebola. Donc le virus Ebola est un virus qu'on appelle enveloppé.
C'est-à-dire que le virus va donc se reproduire et infecter une cellule. Il va ensuite bourgeonner à la surface de la cellule. Et lors de ce bourgeonnement, il va embarquer avec lui en fait, une partie de la membrane cellulaire qui va se retrouver en fait, à la surface du virion ici. Le virus Ebola est constitué également ce qu'on appelle une molécule d'ARN qui est linéaire, non segmentée et simple brin, ce qui constitue son matériel génétique. Et cet ARN, schématisé ici, code pour 7 protéines structurales. Donc, je vais vous présenter les principales protéines du virus Ebola. Donc, il y a tout d'abord ce qu'on appelle la nucléoprotéine, NP, qui en fait, que vous retrouvez ici en vert, qui entoure en fait, et protège les brins d'ARN du virus. Il y a ensuite la protéine de matrice VP40, qui en fait forme la capside du virus, que l'on retrouve ici en marron. Il y a la polymérase L, qui en fait intervient dans la réplication du brin d'ARN viral. C'est elle qui va répliquer et faire d'autres brins d'ARN. Et il y a également la glycoprotéine de surface, GP, ici que l'on retrouve donc à la surface du virion en jaune. Et cette protéine, qui nous intéresse plus particulièrement, en fait, intervient dans le mécanisme d'infection du virus avec sa cellule. Et c'est en fait la première cible du système immunitaire lors d'une infection à virus Ebola. Ça va être la première protéine qui va être mise en contact et repérée par les cellules immunitaires, par les défenses immunitaires. Donc, au niveau de l'historique des épidémies du virus Ebola, donc historiquement, le virus Ebola a été donc, isolé la première fois en 1976 en République démocratique du Congo avec ce Zaïre. Et ça s'est manifesté par une première épidémie en fait, de moyenne ampleur avec à peu près 300 décès. S'en est suivi en fait, par la suite plusieurs petites épidémies plutôt sporadiques et qui ont majoritairement eu lieu en fait, dans un contexte plutôt rural ou forestier. On peut voir que le sous-type d'Ebola qui ressort le plus lors de ces épidémies est le sous-type Zaïre, ici, qu'on voit en rouge tacheté. Et donc en 2014, l'épidémie actuelle a débuté donc début 2014, et c'est vraiment la plus grosse épidémie d'Ebola jamais observée jusqu'à l'heure actuelle. Les derniers rapports de l'OMS rapportent plus de 24 700 cas, dont 10 194 morts, ce qui est vraiment énorme comparé à tout ce qu'on avait pu voir auparavant. Alors le foyer de cette épidémie se situe à la base donc, en Guinée forestière, dans un contexte plutôt rural et pas très peuplé. Et en fait, cette épidémie a pris de l'ampleur du fait du déplacement de cette épidémie dans un contexte urbain et plus peuplé. Donc, les principaux pays touchés par cette épidémie actuelle sont la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Donc, l'espèce, le virus circulant, la souche circulante de l'épidémie actuelle est de sous-type Zaïre, avec un variant que l'on va appeler Guinée, qui est très proche de la souche historique Zaïre. Et ce virus provoque un taux de mortalité de l'ordre de 40%. Donc, sur cette carte de l'OMS, on peut voir en fait que les foyers épidémiques étaient vraiment répartis de manière uniforme sur tout le territoire. Donc, c'est une carte en fait qui
qui a été prise au moment du gros pic de l'épidémie au mois d'octobre. Et sur cette carte également de l'OMS, en fait, qui date du dernier rapport là, du 18 mars, on voit donc qu'il n'y a plus de foyer épidémique au Libéria depuis plus de 21 jours. Il y a encore quelques cas sporadiques ici en Guinée forestière, et le plus gros de l'épidémie maintenant se concentre sur la zone côtière, en fait en Guinée et en Sierra Leone. Donc sur ces graphiques en fait où sont représentés le nombre de cas confirmés de virus Ebola par semaine, donc pour les 3 pays, le Libéria, la Sierra Leone et le Guinée, on voit globalement, donc là c'est les dernières dates au mois de mars, on voit globalement qu'on a passé le pic épidémique et que cette épidémie n'est plus hors de contrôle. Donc, par exemple, pour le Libéria, depuis le début mars, aucun cas n'ont été enregistrés, alors que pour le mois d'octobre, il y avait quasiment plus de 400 cas par semaine. Pour la Sierra Leone, on est encore à une centaine de cas par semaine enregistrés, et pour la Guinée, une cinquantaine de cas sont enregistrés encore par semaine. On voit, par contre, pour la Guinée, qu'il y a pas mal de fluctuations au niveau des cas, ce qui montre que cette épidémie en fait, est loin d'être terminée. Sûrement à des niveaux plus faibles, mais elle va sûrement perdurer encore pas mal de temps. Donc au plus fort quand l'épidémie a commencé vraiment à dégénérer en fait, au mois d'août, on s'est posé la question donc, de ce que nous pouvions vraiment apporter pour améliorer la situation. Car on avait déjà des réactifs que nous avions précédemment développés au laboratoire, qui sont des anticorps monoclonaux donc dirigés spécifiquement contre le virus Ebola. Et en fait, on ne se voyait pas donc ne pas les utiliser. On s'est donc très vite orienté vers le développement de ce test rapide bandlet, donc grâce aux anticorps monoclonaux. Donc le développement de ce test bandlet nous semblait pertinent, déjà parce que c'était un test qui n'existait pas jusqu'à l'heure actuelle. Il nous semblait pertinent déjà d'une part en termes de limites de détection, car sur ce graphique, en fait, vous pouvez voir les virémies en fait, que l'on peut rencontrer chez les patients symptomatiques, donc, en fonction du nombre de jours post-symptômes. Et on peut voir que très vite, par exemple, à J+1, les patients symptomatiques présentent des virémies. En fait, là, on est entre 100 000 particules virales par millilitre de sang jusqu'à 10 millions de particules virales par millilitre de sang. Et on sait que classiquement, les limites de détection obtenues avec un test rapide bandlet sont de cet ordre-là. Le développement de ce test bandlet nous semblait également pertinent et complémentaire en fait, du test diagnostic réalisé actuellement sur le terrain. Ce test diagnostic réalisé sur le terrain est un test de ce qu'on appelle de PCR, en fait, qui est basé sur l'amplification du matériel génétique du virus. Donc, ce test de référence PCR est certes très sensible, mais il nécessite beaucoup de matériel, du personnel qualifié, un laboratoire. Il peut nécessiter jusqu'à une demi-journée de travail pour obtenir le résultat. Et quant à lui, notre test bandlet peut être utilisable directement sur le terrain, donc quasiment au pied du patient. Il est simple, en fait, il se présente sous la forme d'un test bandlet classique, comme les tests de grossesse que l'on peut trouver dans le commerce. On a juste une goutte d'échantillon à déposer dessus. Il est rapide. La lecture est faite au bout de maximum un quart d'heure.
il est stable. On peut le stocker à température ambiante sans problème. Il est peu onéreux. Ça coûte quelques euros. La gamme donc, de sensibilité est cohérente avec celles qui peuvent être rencontrées chez les patients symptomatiques. Et le but de ce test, en fait, pourrait être d'isoler plus rapidement un patient positif. Car jusqu'à l'heure actuelle, les patients viennent se faire diagnostiquer donc, dans des laboratoires ou dans des centres de traitement Ebola et en fait ne sont pas retenus dans ces centres. Et le temps d'avoir le résultat du test, en fait, ils peuvent partir du centre, infecter d'autres personnes et aussi éventuellement ne pas revenir. Donc, comme type d'échantillon, on pourra donc tester du sang total, du sérum ou du plasma de ces patients. Ces matrices nous semblaient pertinentes car elles présentent donc un fort nombre de copies du virus. Donc ensuite, comme vous l'avez compris, en fait, les réactifs présents sur les bandelettes, sur ce test diagnostic rapide, donc ces réactifs sont des anticorps monoclonaux. Donc ici, je ne sais pas si vous êtes très familier avec les anticorps ou les anticorps monoclonaux, donc je vais essayer de vous expliquer ce que sont ces anticorps. Donc, les anticorps sont donc c'est une protéine complexe utilisée par le système immunitaire pour détecter et neutraliser les agents pathogènes de manière spécifique. Les anticorps sont sécrétés par les cellules dérivées des lymphocytes B, les cellules sanguines, donc, que l'on nomme plasmocytes. Donc, par exemple, si vous avez fait cette année votre vaccin de la grippe, on vous a donc injecté en fait un virus qui a été soit inactivé, un virus donc inactivé, et vos cellules immunitaires, donc vos lymphocytes B, ont donc sécrété des anticorps dirigés spécifiquement contre ce virus de la grippe, ce qui permet de vous protéger. Donc ici, on a une représentation schématique de cet anticorps. Donc ici, à une des extrémités de l'anticorps, on a ce qu'on appelle le site de fixation de l'antigène, qui en fait va reconnaître un antigène spécifique, donc ici un virus, et il va y avoir une liaison très forte en fait, qui va se créer entre le virus et ce site de fixation sur l'anticorps. Donc sur cette autre représentation schématique, on peut donc voir qu'un anticorps spécifique va reconnaître uniquement un antigène spécifique. Ensuite, ici, je vais vous parler plus particulièrement de ce qu'on appelle les anticorps monoclonaux. Alors, déjà, pour comprendre les anticorps monoclonaux, il faut faire la distinction entre un anticorps polyclonal et un anticorps monoclonal. Alors, un anticorps déjà polyclonal, qu'est-ce que c'est? C'est donc un mélange d'une multitude d'anticorps sécrétés par toute une population de lymphocytes B. Donc, tout un panel d'anticorps qui va reconnaître plein d'antigènes différents. Un anticorps monoclonal, quant à lui, est en fait formé d'un seul anticorps issu d'un seul lymphocyte que l'on va appeler clone. Donc un seul anticorps très spécifique qui va reconnaître uniquement un antigène très spécifique. Donc ces anticorps monoclonaux sont très présents à l'heure actuelle. Ils sont énormément utilisés dans des outils diagnostiques et également à but thérapeutique. Donc, notamment, vous connaissez tous donc, les tests de grossesse. Donc, les tests de grossesse ont les réactifs utilisés pour faire ces tests de grossesse sont donc des anticorps monoclonaux. Les anticorps monoclonaux sont également donc, utilisés dans des thérapies type thérapie anticancéreuse
Et vous avez peut-être entendu parler également d'un traitement expérimental Ebola qui avait été donné à du personnel soignant américain, anglais et espagnol, qui s'appelle le ZMapp, qui est en fait un mélange de 3 anticorps monoclonaux qui va neutraliser en fait l'infection du virus Ebola. Donc ces anticorps monoclonaux ont été pendant très longtemps très difficiles à produire, à obtenir, du fait que les cellules produisant ces anticorps, les lymphocytes B, ont une durée de vie vraiment très faible. Donc les travaux de George Köhler et César Milstein en fait, ont travaillé sur ces anticorps monoclonaux et ont mis au point une technique qu'on appelle la technique des hybridomes et qui a permis en fait, d'obtenir des anticorps monoclonaux beaucoup plus facilement avec des quantités très importantes. Donc, cette publication date de 1975 et George Köhler et César Milstein ont reçu le prix Nobel de médecine en 1984 pour cette découverte. Donc ici, je vais vous présenter cette technique dite des hybridomes, donc pour obtenir des anticorps monoclonaux. Donc premièrement, en fait, un antigène, comme un virus ou le virus Ebola notamment, est injecté. Donc il y a ici un animal, ici des souris. Donc au bout de quelques semaines, on va recueillir les lymphocytes de cette souris. Donc ces lymphocytes sécrètent donc des anticorps spécifiques de l'antigène que l'on a injecté. Mais par contre, ils ont une durée de vie très faible et ils ne se multiplient pas. Donc pour résoudre cela, en fait, on va fusionner ces cellules sécrétrices d'anticorps à une autre lignée cellulaire qui est qu'on appelle myélome, en fait, qui est une cellule cancéreuse qui, elle, ne va pas sécréter d'anticorps, mais qui a la propriété en fait, de pouvoir se multiplier indéfiniment. Donc, par fusion en fait, de ces deux types cellulaires, on va obtenir ce que l'on appelle des cellules hybrides ou hybridomes, qui vont, elles, avoir les deux capacités intéressantes, à savoir une croissance infinie et une sécrétion d'anticorps. Et par des procédés de criblage de ces populations lymphocytaires et par des techniques de clonage, on va avoir ce qu'on appelle une population monoclonale qui va uniquement sécréter un type d'anticorps bien défini. Il est possible de congeler en fait, ces cellules de manière à pouvoir les stocker. On peut les remettre par la suite en culture dans des milieux appropriés. Et on va pouvoir leur faire produire des quantités très importantes en fait, d'anticorps monoclonaux. Et avec des qualités, en fait, ces anticorps seront vraiment très, très purs. J'espère que vous avez à peu près compris ce concept d'anticorps monoclonaux. Donc on va revenir maintenant sur nos anticorps spécifiques du virus Ebola et sur notre test Bandlet. Donc, tout d'abord, en fait, il a fallu développer un immunogène pour développer nos anticorps monoclonaux spécifiques du virus Ebola. Donc un immunogène qui soit efficace, qui ne soit pas pathogène et qui soit injectable à des souris, car vous comprenez bien qu'on ne pouvait pas injecter en fait, directement le virus Ebola à nos souris ici au laboratoire de Marcoule, car le virus Ebola est très pathogène. Et donc on a développé, avant d'arriver au laboratoire, plusieurs stratégies avaient été développées mais sans succès. Donc une première stratégie pour obtenir cet immunogène non pathogène avait été de produire de façon recombinante la glycoprotéine du virus Ebola
dans des cellules eucaryotes. Donc cette stratégie a été un échec car la quantité de protéines produites en fait était beaucoup trop faible. Et à mon arrivée au laboratoire, en fait, j'ai développé une autre stratégie en fait, que sont les pseudovirus. Alors les pseudovirus, qu'est-ce que c'est? Les pseudovirus Ebola, en fait, c'est donc un rétrovirus murin qui n'est pas pathogène et sur lequel, en fait, on va faire exprimer à sa surface la glycoprotéine de surface du virus Ebola Zaïre. Ces pseudovirus sont manipulables en laboratoire classique. Ils sont non pathogènes et non réplicatifs car ils ne possèdent pas, en fait, de matériel génétique. On les a utilisés donc, pour immuniser nos souris. On les a utilisés également pour le criblage de nos anticorps monoclonaux. Et on les a utilisés également pour estimer éventuellement le potentiel neutralisant de ces anticorps qui pourraient potentiellement neutraliser l'infection du virus Ebola. Donc ici, vous avez on a imagé ces pseudovirus donc, au laboratoire par une technique de microscopie à force atomique, où on peut voir la structure de ces pseudovirus qui présente en fait, on voit l'enveloppe cellulaire, et en dessous, on discerne une structure virale icosaédrique. Donc, avec ces pseudovirus, nous avons donc immunisé des souris. Nous avons procédé aux fusions lymphocytaires. Et à l'issue de ces fusions, nous avons obtenu 20 anticorps monoclonaux donc spécifiques de la glycoprotéine de surface du virus Ebola. Par la suite, j'ai pu valider en fait, directement ces anticorps sur le virus Ebola Zaïre au laboratoire P4. Donc, et sur ce graphique, ici, on peut voir que 19 anticorps en fait, sur 20 reconnaissent très fortement en fait, le virus Ebola. Il n'y a que celui-là pour lequel on n'avait pas eu de signal. Donc, et parmi ces 20 anticorps monoclonaux, nous avons obtenu également des anticorps donc, neutralisant très fortement l'infection in vitro en fait, du virus Ebola. Et ces anticorps pourraient être éventuellement utilisés en thérapie, tout comme le traitement ZIMAP américain. Donc ensuite, au mois d'août, avec ces réactifs en poche et voyant que l'épidémie prenait de l'ampleur, nous avons vite contacté en fait, la société Vedalab. Alors Vedalab en fait, est un laboratoire français situé en Normandie qui est spécialisé en fait, dans le domaine des tests diagnostiques rapides. Ils ont une capacité de production annuelle de plus de 15 millions de tests. Donc on aurait pu développer directement ces bandelettes tests rapides au laboratoire. Nous l'avons déjà fait pour d'autres sujets. On a préféré vraiment passer par cet industriel qui a vraiment une capacité énorme en fait, de production et en fait, qui propose également un environnement qualité adéquate. Donc ici, je vais vous montrer plus particulièrement le principe de fonctionnement de ce test bandelette qui fonctionne vraiment sur le même principe qu'un test de grossesse. Donc sur ces bandelettes, en fait, on va avoir 3 anticorps monoclonaux différents. Donc un premier anticorps monoclonal que l'on va appeler traceur, qui est un anticorps dirigé contre le virus Ebola et qui est couplé en fait à à une particule d'or colloïdale qui a la particularité d'être rouge et on peut voir cette coloration rouge à l'œil nu.
Il y a un deuxième anticorps, qui est un anticorps de capture dirigé contre le virus Ebola, qui est en fait déposé ici sur la membrane, en forme de ligne. Et cette ligne en fait, que l'on nomme ligne test, c'est sur cette ligne en fait, cette ligne test va apparaître lors d'un résultat positif si le virus est présent dans l'échantillon. On a un troisième anticorps qui est un anticorps en fait anti-anticorps de souris, dirigé contre les anticorps de souris, qui va être mis ici sur une deuxième ligne que l'on va appeler ligne contrôle et qui va en fait valider le bon fonctionnement de notre test. Donc ici, dans un premier temps, on va déposer notre échantillon. Donc un échantillon de sang, de sérum ou de plasma contenant ou non le virus Ebola. Cet échantillon va remettre en suspension le premier anticorps traceur couplé à l'or colloïdal. L'anticorps traceur va se fixer alors au virus Ebola. L'échantillon va migrer sur la membrane par simple capillarité et va venir rencontrer la première ligne d'anticorps. Il y aura alors formation d'un sandwich entre l'anticorps traceur, le virus et l'anticorps de capture si le virus est présent. L'échantillon va continuer de migrer et rencontrer la deuxième ligne d'anticorps. Et en fait, l'excès d'anticorps traceur va venir se fixer sur cette ligne d'anticorps. On aura donc apparition d'une ligne rouge test et d'une ligne rouge contrôle. Dans le cas d'un échantillon négatif, on aura uniquement l'apparition d'une seule bande contrôle. Donc ensuite, le développement du test, le développement du test s'est déroulé en fait du 18 août au 25 novembre, ce qui a été plutôt rapide. Donc on a eu plusieurs échanges en fait avec la société Vedalab. Donc nous, dans un premier temps, à Marcoule, nous avons produit et purifié en grandes entités les anticorps monoclonaux nécessaires au test. Nous avons fourni ces anticorps à la société Vedalab, qui a fabriqué en fait les premiers tests et a fait les premières mises au point. Vedalab nous a ensuite retourné les premières bandelettes pour que nous puissions les évaluer directement ici au CEA de Marcoule. Et donc pour ce faire, nous avons utilisé nos pseudovirus et on a donc déterminé la sensibilité des tests et leur spécificité. J'ai également pu tester directement ces premières bandelettes donc, au laboratoire P4 de Lyon, où ici j'ai utilisé en fait des échantillons sanguins normaux, donc du sang, du sérum ou du plasma, qui a été surchargé en fait avec du virus Ebola. Donc après toute une série d'échanges avec la société Vedalab, on a donc obtenu la version finale de ce test. Et donc ici, je vais vous montrer les principaux résultats en fait, issus du développement de ce test. Donc, tout d'abord, au laboratoire P4, nous avons voulu vérifier en fait, la spécificité de nos anticorps vis-à-vis de la souche épidémique actuelle. Car tous nos anticorps en fait, ont été faits contre la souche Zaïre, mais on ne savait pas réellement si nos anticorps allaient reconnaître la souche actuelle, la souche épidémique actuelle. Donc ici, on a une bandelette témoin. Ici, une bandelette où on a déposé un échantillon avec du virus Ebola Zaïre. Et ici, une autre bandelette où nous avons déposé la souche épidémique. Et on peut voir qu'on n'a pas de différence en fait, de signal sur les deux bandelettes. Donc on reconnaît bien la souche épidémique actuelle. On a également lancé une étude de stabilité en fait, sur ces bandelettes pour voir si elles allaient résister dans le temps. Donc, on a stocké une partie de ces bandelettes donc à 4 degrés, une partie de ces bandelettes ont été stockées à 30 degrés. Donc, on peut voir ici qu'après 85 jours
stockés à 30 degrés, on ne voit pas de différence entre les deux types de stockage. Donc ici, on ne voit pas très bien les bandes apparaître, car en fait, on a vraiment testé ces bandelettes à la limite de détection. Ensuite, on a voulu déterminer donc, la sensibilité, la limite de détection analytique de ces bandelettes sur le vrai virus au laboratoire P4. Donc, pour ce faire, on a utilisé les échantillons sanguins normaux, donc à savoir du plasma, du sérum ou du sang, surchargés avec la souche de virus Ebola. Donc ici, on a testé en fait des gammes de dilution de virus Ebola pour déterminer la limite de détection de notre test. Et on peut voir qu'on obtient un signal jusqu'à 10 puissance 5 particules de virus par millilitre d'échantillon, et ce pour les 3 matrices. Donc c'est une limite de détection qui est tout à fait en cohérence et que nous attendions en fait. Donc, par la suite, une fois ce test validé au laboratoire P4, nous avons fait une commande de plus de 3000 tests. Donc, ces tests se présentent ici sous forme unitaire, en fait en blister avec un petit sachet de dessicant, une petite fiole de diluant et la notice qui va bien. Donc, on a donc voulu faire évaluer en fait les performances cliniques de ce test, donc directement sur le terrain en Afrique. Donc, on a mis au point un plan d'étude en liaison avec l'Agence nationale de sûreté du médicament, l'ANSM, qui nous a demandé de tester sur ces bandelettes donc 320 échantillons sanguins normaux, donc répartis sur les 3 matrices, qui pourraient nous permettre de voir si on va rencontrer des échantillons, ce qu'on appelle faux positifs, en fait, ce qu'on ne veut surtout pas. Elle nous a également demandé de tester 50 échantillons sanguins pathologiques non Ebola, comme par exemple du paludisme ou de la fièvre jaune. Et on va également tester 300 échantillons positifs Ebola, donc répartis sur les 3 matrices. Donc il faut savoir qu'au final, à la fin du développement, nous n'avons pas obtenu un test, mais deux tests. Un test est utilisable et marche en fait avec le sang total, et un autre test fonctionne en fait avec le sérum et le plasma. Au vu de la complexité en fait des matrices sanguines, on n'a pas réussi à obtenir uniquement un test. Donc, pour le moment, deux études sont en cours sur le terrain. Donc, il y avait une première étude qui avait été lancée au centre de traitement Ebola de Macenta en Guinée. Donc, c'est un centre de traitement qui est sous le contrôle de la Croix-Rouge française. Nous avions envoyé 1000 tests là-bas, début janvier. Et en fait, depuis début janvier, il n'y a quasiment plus de patients en fait, sur ce centre de traitement, et on a donc décidé de bouger cette étude sur le centre de traitement Ebola de Forêt-Caria en Guinée, qui est également un centre de traitement sous le contrôle de la Croix-Rouge. Et donc ce centre se situe ici à Forêt-Caria, en plein centre de l'épidémie. Il y a donc 1000 tests disponibles là-bas. Et nous sommes encore en attente d'autorisation en fait, du comité d'éthique guinéen pour pouvoir commencer cette étude. Une autre étude a lieu à l'hôpital de Koya en Guinée, où il y a 800 tests disponibles. Cette étude a débuté le 7 mars et est en cours. Pour l'instant, nous n'avons pas de retour officiel, et certains retours officieux, disons, qui sont très positifs depuis hier. Donc voilà, c'est vraiment tout neuf. Donc ici, pour conclusion, donc en fait, dans un rapport du 18 novembre 2014,
l'OMS demandait à la communauté scientifique la mise au point d'un test de diagnostic idéal. Donc, à savoir avec les spécificités suivantes, à savoir qu'il devait être rapide, sensible, sans danger, simple, adapté pour une utilisation dans les centres de santé périphériques sans infrastructure de laboratoire en place. Ce test devait impliquer moins de 3 étapes et produire des résultats en moins de 30 minutes. Ce test devait nécessiter également aucune exigence en matière de biosécurité au-delà du port des équipements de protection individuelle. Donc notre test Ebola Easy Screen remplit en fait tous les critères de ce test idéal OMS. Et l'évaluation des performances cliniques de ce test sur le terrain, vous pouvez voir, est vraiment un point critique et on est vraiment impatient d'avoir le résultat de ces études. Et donc, suivant les résultats, on procédait à une diffusion institutionnelle dès que possible. Donc, par exemple, une diffusion auprès de l'OMS, auprès des ONG comme MSF ou la Croix-Rouge. Ce test aura également un intérêt par la suite dans un contexte post-épidémique. Donc, le test Ebola Easy Screen permettra également la surveillance en fait, des populations à risque en dehors de la phase épidémique actuelle. Il permettra d'identifier des cas sporadiques isolés, d'identifier les malades et ainsi éviter une épidémie locale ou une épidémie beaucoup plus large. Donc ici, pour la petite histoire, c'est une image qui nous a été envoyée de l'étude de Koya ou sur les premières bandelettes. Ici, un échantillon faiblement positif en technique de référence a été testé avec nos bandelettes. Et il s'avère que ce test était bien positif avec nos bandelettes. Donc maintenant, je vais vous présenter sur quelques diapos également le laboratoire en fait, de haute sécurité P4, qui est le seul laboratoire en France de ce type-là où peuvent être manipulés des agents pathogènes de classe 4. Donc le laboratoire P4 s'impose pour la manipulation des agents pathogènes du groupe 4. Donc ces agents pathogènes du groupe 4 sont essentiellement en fait, des virus. Ce ne sont pas des bactéries. Ces bactéries sont d'un niveau inférieur, de groupe 3. Tous ces virus présentent un taux de mortalité très élevé. Il n'y a pas de traitement vaccinaux contre ces virus. Il n'y a également pas de traitement curatif. Ce sont donc des virus extrêmement dangereux pour les populations, avec une transmission généralement très aisée. Donc ici, vous pouvez voir la zone de confinement dans le laboratoire P4. On travaille en fait dans des scaphandres étanches. Donc les pathogènes de classe 4, donc comme je vous le disais précédemment, sont tous des virus. Donc par exemple, on va rencontrer ce qu'on appelle les poxvirus. Donc, comme le virus de la variole. Il y a les arénavirus qui provoquent également des fièvres hémorragiques, comme le virus de Lassa. Les bougnavirus avec le virus CCHF, c'est le virus de fièvre hémorragique de Crimée-Congo qui provoque lui aussi des fièvres hémorragiques. Les virus Ebola et Marbourg, des paramyxo avec Nipah et Endra, et d'autres pathogènes émergents, comme le SRAS, dont vous avez certainement entendu parler, ou la grippe H1N1. Donc la construction de ce laboratoire P4 est la réalisation en fait, d'un projet du docteur Charles Mérieux. Ce laboratoire P4 est localisé au sud de Lyon, au sein du technopôle de Gerland. Il est actuellement un des meilleurs équipements européens pour la manipulation des agents pathogènes de classe 4. Et donc ce laboratoire P4 est en activité depuis 2000. Donc ici, voici une représentation schématique de ce laboratoire qui est en fait découpé en
en 3 niveaux. Il y a la zone de laboratoire confinée à proprement parler, une zone ici technique où on va voir tout le système en fait, de ventilation du laboratoire, et une zone technique en dessous du laboratoire où on va rencontrer une zone de traitement des effluents provenant du laboratoire. Donc les locaux du laboratoire, la zone de laboratoire, est maintenue en permanence en fait, en dépression par un système d'air neuf, avec filtration absolue de l'air entrant et de l'air extrait. Je crois que consécutivement, il y a 3 filtres EPA en fait, que l'on nomme EPA de chaque côté. Ces filtres EPA arrêtent 99,9999, je ne sais plus combien de pourcents de particules. Donc l'entrée ou la sortie du matériel du laboratoire s'effectue par un sas de décontamination au formol ou par un autoclave à double entrée. Un autoclave, en fait, est ni plus ni moins qu'une grosse cocotte minute où on va chauffer à forte température et sous pression le matériel de manière à pouvoir le décontaminer. Les déchets décontaminés sont ensuite pris en charge par une entreprise spécialisée dans l'incinération des déchets. Et les effluents liquides sont, après décontamination chimique, stérilisés à la vapeur, donc dans des autoclaves également à 128 degrés, dans des cuves spécialement adaptées à ce type de traitement. Les agents biologiques sont stockés à l'intérieur du laboratoire, donc dans des zones protégées, dans des contenants appropriés, fermés à clé. Donc ici, par exemple, je vais vous décrire un peu la procédure d'entrée, de sortie du laboratoire P4. Donc, dans un premier temps, on a badgé à peu près 6 portes pour arriver ici. Donc ici, on rebadge une fois pour entrer dans un sas qu'on va appeler sas personnel. On va se déshabiller entièrement et revêtir une tenue blanche à usage unique. On va ensuite passer dans ce qu'on appelle le sas scaphandre. On va revêtir le scaphandre étanche. Et on va ensuite passer par un sas à double entrée qui va nous permettre de pénétrer dans la zone de confinement à proprement parler. Pour ressortir ensuite de laboratoire, on va repasser donc par ce sas à double entrée, où on va en fait recevoir une douche de décontaminants, et ce pendant 4 minutes, donc une douche de décontaminants sous forme de brouillard. Ensuite, on a une douche de rinçage à l'eau pour éliminer les produits chimiques de l'ordre de 2 minutes, donc tout ça en scaphandre, bien évidemment. Donc, une fois ce sas de décontamination passé, on va retourner dans le sas scaphandre, on va pouvoir enlever le scaphandre, et ensuite se déshabiller, prendre une douche personnelle et sortir du laboratoire. Cette procédure, généralement, d'entrée prend de l'ordre d'un quart d'heure, également pour la sortie du laboratoire. Donc, au niveau de la protection des manipulateurs, donc les scaphandres que vous pouvez voir ici sont réalisés sur mesure. On est en communication en fait, radio permanente avec un poste central de sécurité. Et on est également en contact avec tous les chercheurs présents dans le laboratoire. Sur le scaphandre, ici, on voit qu'on a une arrivée d'air, en fait, donc entre 500 et 1200 litres d'air par minute. Donc le scaphandre est toujours également en surpression. Dans le scaphandre, au niveau de l'arrivée d'air, on a un filtre donc absolu, ce que je parlais tout à l'heure, EPA, qui arrête toutes les particules qui pourraient être présentes. Et également, s'il y a un problème en fait, au niveau de ces arrivées d'air ou des compresseurs dans les zones techniques, on a un système de sécurité redondant donc pour l'air respirable, avec des bouteilles en fait, d'air comprimé stockées dans les zones techniques. Donc voilà pour cette présentation. Donc, premièrement, je tenais
à remercier donc tout le personnel du laboratoire. Donc Charles Marchetti qui a participé à la production des pseudovirus, Yasmina et Yves pour la partie animalerie, Karen Dumas et Karine Aversin qui m'ont bien aidé pour les productions également de pseudotypes, et tout particulièrement également Laurent Bélanger qui a participé plus qu'activement à ce projet. Je voulais également remercier toute l'équipe du laboratoire P4 qui a su se rendre disponible et qui nous a fourni donc les souches de virus Ebola, la société Vedalab, le CNR des fièvres hémorragiques avec Sylvain Bèze qui nous a aidé en fait à mettre en place l'étude clinique sur le terrain, la Croix-Rouge, l'OMS et également les amis du Viatome qui m'ont accueilli ici. Voilà. Merci pour votre attention. Et maintenant, c'est ouvert aux questions. Donc, qui veut poser la première? Philippe, non? D'abord, merci pour l'exposé. Je voulais savoir s'il y a d'autres équipes qui sont sur le même objectif de produire un test de terrain répondant aux critères de l'OMS, et comment se fait la confrontation entre les différents développements qui peuvent être faits dans différents endroits. Alors à l'heure actuelle, on sait que on avait identifié une équipe américaine en fait qui a également sorti depuis peu un test bandelette en fait à peu près équivalent. Ce test a été validé, mais disons que ce test n'est pas forcément de très très bonne qualité, on va dire, parce qu'on a dans les chiffres donnés en fait, il y a beaucoup ce test va donner beaucoup de faux positifs en fait, et c'est vraiment ce que l'on veut éviter en fait, voilà. Donc effectivement, on a des Donc, où s'en est de l'industrialisation de ce test? Eh bien, je vous dis, pour l'instant, là, on a fait plusieurs commandes donc de quelques milliers de bandelettes pour les tests, pour les envoyer pour les tests de validation sur le terrain. Et on attend vraiment le résultat de cette étude terrain pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir diffuser plus largement ce test. Il y a une certaine réticence, un certain frein à la mise en œuvre immédiate du test? Parce que là, vous attendez avec impatience que ça soit mis en œuvre. Qu'est-ce qui bloque, en fait? Non, c'est pas les réticences, c'est le fait que, vous voyez, en fait, on est tombé un peu comme toutes les équipes de recherche qui ont des tests à valider. Donc on a envoyé nos bandelettes début janvier en Guinée. Et en fait, on est vraiment tombé dans le creux de l'épidémie. Et en fait, c'est dur de prévoir donc, où vont se déplacer les foyers épidémiques. Et sur l'étude qu'on voulait mener à Macenta, en Guinée forestière, on voit que depuis début janvier, je crois qu'il y a eu 3 cas sur le centre de Macenta. Donc voilà, c'est vraiment ça qui freine, en fait, qui freine la validation de ce test. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si ce n'est pas abusé, il faudrait savoir la robustesse de ce matériel, c'est-à-dire combien de temps on peut espérer le tenir en état de marche, et par rapport à des conditions qui doivent être d'humidité, de chaleur qui doivent être assez contraignantes. Oui. Alors au niveau des conditions, les conditions d'humidité là ne jouent pas sur le test parce qu'ils sont vraiment conditionnés dans des blisters étanches avec des petits sachets de dessicants. Donc ça n'y a pas de souci, c'est plutôt la température qui pourrait avoir une influence sur les réactifs, donc sur les anticorps et éventuellement les dégradés. Après là pour l'instant, comme je vous montrais, on a lancé une étude de stabilité. Donc pour l'instant, en fait, on en a mis à 30 degrés à réception donc depuis mi-décembre. Donc là, pour l'instant, on est à 85 jours
de validité à 30 degrés. Après, on sait que les retours qu'on a de Vedalab également sur d'autres tests, on sait que généralement, il n'y a pas du tout de souci avec la stabilité de ce type de test. Eux, ils en ont mis dans des conditions vraiment défavorables. C'est stocké dans des hangars au soleil. Et ils nous ont dit qu'il y en a qui ont été stockés plus de 10 ans et sans problème. Donc ça, on est vraiment confiant à ce niveau-là. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Et le brevet, il a été déjà vendu à une industrie, oui? D'ores et déjà, il a été acheté? Alors, il n'y a pas de brevet. Il n'y a pas de brevet, en fait. Il n'y a pas de brevet. Alors, pour tout vous expliquer, c'est que la technique des tests bandelettes, en fait, en elle-même, c'est quelque chose qui existe depuis déjà bien longtemps, donc c'est pas brevetable en tant que tel. En fait, ce qui aurait été brevetable, ce sont les anticorps que nous avons développés, mais qui dit en fait breveter des anticorps, dit qu'on va devoir divulguer la séquence de ces anticorps et devoir mettre des cellules dans des collections de cellules et rendre disponibles en fait nos réactifs. Donc il ne faut surtout pas faire. On préfère protéger plutôt l'information. Voilà, donc que de breveter. La technique, c'est plutôt de protéger l'information, la gardant chez nous, plutôt que de la breveter. Et alors, quelle recette peut espérer le centre de recherche de quelque chose qui n'est pas breveté? C'est un service national, je dirais, voilà, d'intérêt public. Voilà. Elles seront, là, on n'a pas encore les prix exacts, ça dépendra du volume de bandelettes et des commandes, mais ça sera de l'ordre de, mettons 5 €, et enfin voilà, c'est vraiment quelque chose. Du coup, derrière, enfin, on n'attend pas de recettes là-dessus, c'est vraiment un autre but. Et ça sera pas. Je pense qu'en termes de demande, ça sera quelque chose qu'on va diffuser de l'ordre de quelques milliers, mais pas forcément plus. Ça sera vraiment il va y avoir des demandes sur les pays concernés, en Sierra Leone, au Libéria, en Guinée. Mais voilà. On souhaite que la demande ne soit pas immense. Ouais. Mais c'est pas quelque chose, je pense, qui sera diffusé, par exemple, on entendait parler au début dans les aéroports ou les choses comme ça, parce que c'est quelque chose qui doit être quand même manipulé dans certaines conditions, disons, de sécurité. Donc, c'est pas envisagé d'être utilisé dans les aéroports, parce qu'il y en a des suspicions de gens qui ont de la fièvre en arrivant de ces pays-là. C'est pas envisagé dans ce cadre-là? Pas pour l'instant. D'accord. S'il y a un problème, je pense qu'éventuellement les choses pourraient évoluer, mais non. D'autres questions? Sysbio Bioessai. Oui, est-ce que ce type de développement peut ouvrir la voie à d'autres types de développement pour d'autres maladies en Afrique? Oui, tout à fait. Oui, voilà. Ouais, c'est, je pense, le côté intéressant aussi. Ouais, là, on est en train de... Le paludisme. Voilà. Là, on est en train de rédiger des projets européens pour des demandes de financement. On travaille sur chikungunya, sur la dengue. Voilà, les sujets ne manquent pas. Voilà. Merci. Ok. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va encore remercier Fabrice. Merci beaucoup. Et puis, pour les autres, eh bien, je vous invite pour l'anniversaire des 10 ans du Visiatome. Ça sera le vendredi 10 avril. Et c'est uniquement sur inscription, donc il faut aller sur le site et vous verrez le site web pour pouvoir vous inscrire, si vous voulez venir. Voilà. Bonsoir à tous. Merci à vous.